Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufeti tomesa cheto. Congo, cheto ya mbote mbote tufeti sarila cheto. Tufeti zolo sono, tufeti salasana, moko tuto mesacheto. Tufeti zolo sono, tufeti salasana, moko tuto mesacheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu, bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Ekolo monene tobosana te. Chers compatriotes, bonjour. Parfait bon de votre serviteur qui depuis déjà depuis 2009 est en train continuellement de brosser en tant qu'acteur, analyste politique économique, de brosser l'actualité culturelle, économique, sociale, financière de notre pays. Voilà. Je suis pour les personnes qui vont prendre là, qui vont me découvrir maintenant. Donc il est important que je reprécise les choses. Je suis le fondateur d'un cercle de réflexion qui s'appelle le 12DGPD, le 12 départements autour des générations de patriotes pour le développement, concepteur également du site www.renaissance@blogforever.com qui existe depuis 2009. Donc ça fait il y a 11 ans que ce site fonctionne de manière pérenne et constructive et nous brossons l'actualité politique, économique, culturelle et sociale qui est à court dans notre pays. Voilà. Dans le monde dans la vie de tous les jours, je suis un juriste et seigneur d'affaires travaillant pour le compte de certaines sociétés de la place Grand-Brazzaville. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas le plus important dans le cadre évidemment de l'intervention qui est à faire aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour la présentation. Donc bienvenue en tout cas, une nouvelle fois, à tous ceux de nos compatriotes qui nous soutiennent, qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent depuis 11 ans déjà, pour ceux qui ont pris le train en marche, pour ceux qui ont commencé à nous suivre depuis déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois. Soyez les bienvenus, nous vous remercions pour les multiples encouragements que vous nous faites en aimant justement ce que nous faisons, en le commentant et en le partageant aussi au travers de vos sphères d'influence, vos environnements, vos sphères familiales d'environnement et dans vos réseaux d'amis et de connaissances en tout genre. Voilà. Pour aujourd'hui, il y avait un sujet majeur qu'il faut évoquer compte tenu du calendrier civil de l'année qui est en train d'aller à son terme. Comme vous le savez, en 2021, nous devons avoir les élections présidentielles en République du Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, cette date n'est pas connue. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il va en être de ces élections. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va en être, qu'est-ce qui a été décidé. En temps normal, puisque ces élections devaient commencer courant mi-février pour aller à l'annonce des résultats définitifs sur le mois d'avril, nous aurions dû déjà avoir, à date, c'est-à-dire depuis quasiment peut-être 3-4 mois maintenant, une déclinaison du calendrier électoral pour justement permettre aux états-majors, pour permettre aux individualités, pour permettre à toutes les personnes désireuses d'apporter leur contribution dans le débat politique sur la base d'un projet de société, de se positionner dans les starting blocks pour justement, compte tenu du temps restant à courir, programmer, planifier leur stratégie jusqu'à justement au coup de tir qui aurait marqué le début des hostilités, c'est-à-dire
quasiment la fin février 2021, si ce n'est le début du mois de mars. Voilà. Donc, dans les thématiques qui vont être abordées aujourd'hui, il y a des sujets très très importants. Alors, d'ores et déjà, je préviens, vous allez entendre de temps en temps des bruits de klaxon, c'est normal. Nous sommes dans un cadre ouvert et nous laissons les gens circuler comme ils le font parce que voilà, nous ne sommes pas restrictifs. Okay. Donc, s'agissant de la thématique, le thème aujourd'hui qui est un thème majeur qui va être égrené à plusieurs questions, appelle plusieurs questions auxquelles nous allons tenter d'y répondre, puisque c'est l'objectif de notre intervention. Donc le thème c'est le suivant, les intérêts mercantiles et l'immoralité de certains cadres politiques, dont ceux du Parti congolais du travail, qui sont en train aujourd'hui de pousser le président Denis Sassou Nguesso au mandat de trop. Il y a là-dedans également des thèmes connexes, c'est à savoir que au niveau de l'opposition congolaise, de ce qui convient aujourd'hui de considérer comme une certaine forme de majorité de l'opposition congolaise, il y a un silence de mort par rapport à au mandat de trop que serait amené à faire le président Denis Sassou Nguesso. Et il y a aussi aujourd'hui une critique objective à faire au sein de l'opposition congolaise, qui est relative pour le coup au renouvellement justement des intelligences au sein de l'élite politique congolaise, que ce soit au niveau de la majorité présidentielle ou que ce soit au niveau de l'opposition. Donc vous voyez bien que là, nous allons ratisser large, parce qu'aujourd'hui il faut parler des sujets qui fâchent, et il faut en parler, pourquoi? Parce que le Congo est en train de mourir à petit feu. Nous avions connu déjà depuis 2014 la crise économique. Aujourd'hui nous avons la crise pétrolière, donc avant la crise économique, ça conduit à ça. Aujourd'hui nous avons une crise sanitaire. Le pays est en cessation de paiement, clairement. Au niveau du FMI, on va développer ce sujet quand on va aborder la thématique économique. Le FMI aujourd'hui n'entend pas accorder une once de crédit au gouvernement du Congo-Brazzaville, justement. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la facilité élargie de crédit qui nous a été concédée au mois de juillet 2019, il en est ressorti, résulté que le gouvernement congolais n'a pas été capable, bien que ayant fait des promesses qui paraissaient sérieuse, le gouvernement congolais n'a pas été capable aujourd'hui de tenir respectueusement ses engagements calendaires dans le cadre justement de la facilité élargie de crédit qui avait été concédée. En réalité, résultat des courses, aujourd'hui nous n'avons plus le fameux crédit, puisque la deuxième tranche qui était attendue par le gouvernement n'a jamais été débloquée. Voilà. Donc, sur le plan politique, mes chers compatriotes, nous commençons. Mais pour le coup, je ne vais pas commencer cette intervention comme je le fais habituellement sur le débat intellectuel pur, puisque fort malheureusement, il y a à comprendre aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons dans le pays, que la problématique qui aujourd'hui crispe, bloque et asphyxie l'épanouissement du climat politique est essentiellement liée aussi aux facteurs spirituels. Et c'est un pont justement du problème qui n'est pas aujourd'hui pris en compte par les pouvoirs publics et par les leaders de partis politiques. Et donc, nous, on décide de faire différemment au sein du 12 DGPD. On veut apporter une dimension spirituelle dans le traitement des problèmes économiques, politiques, culturels et sociaux que connaît le Congo-Brazzaville, puisque les deux sont indissociables. Et ceux qui auraient l'outrecuidance de dire que le pouvoir politique est séparé du pouvoir, on va dire, ecclésiastique ou religieux, seraient dans un discours qui n'est plus d'actualité, puisque le monde allant se radicalisant de plus en plus, on ne peut pas aujourd'hui considérer pouvoir réconcilier un peuple sans aborder dans un instant la question qui est, elle, liée à l'âme, c'est-à-dire liée aux questions de sentiments qui en sont, elles, pour le coup, attachées à des questions de spiritualité. Donc, je vais prendre moi ici 3 chapitres, 3 versets de la parole de Dieu de la Bible. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, n'en déplaise à ceux qui sont dans des loges et qui considèrent que là-bas on a plus de réponses. Mais si c'était le cas, excusez-moi de le dire, c'est là que j'aurais trouvé des solutions à la crise pandémique au Congo-Brazzaville et des solutions auraient été trouvées. Bon, chacun a le droit justement de pratiquer sa religion, sa confession ou d'être dans les sectes qu'il veut. Et c'est pour ça que justement le droit nous est conféré aujourd'hui de pouvoir mettre en exergue certains versets de la parole de Dieu dans le cadre de cette intervention qui est importante et qui est hautement complexe. Alors au niveau des versets, je vais commencer par celui-là, il est très simple. Celui qui verse le sang de l'homme
excusez-moi, aléa du direct, celui qui verse le sang de l'homme, par un autre homme, son sang sera versé. Genèse 9, 6. J'invite les corps de protection, de défense de la nation à s'imprégner justement en étant aussi complexe de la parole de Dieu, d'accord? Parce que ça va leur permettre de poser les bonnes actions si jamais le Congo fatalement se retrouverait dans des séquences de vie critiques de réconciliation et de consolidation de la paix. Je prends un deuxième verset qui dit ceci: béni soit ton nom, béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui m'a retenu de répandre le sang des innocents. Évidemment, vous l'aurez compris. Le premier verset que j'ai lu, c'était Genèse 9, 6, et le second verset que je vous ai lu, c'est 1 Samuel 25, 31. J'invite vraiment nos corps de défense et de protection, l'armée, la police et la gendarmerie, vraiment à s'approprier la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui va les protéger et qui les conduira à porter les bons actes lorsque les temps critiques arriveront. Et nul doute qu'il est possible qu'ils arrivent. Il y a ensuite, pour finir, le livre de Proverbe 1. Je vous emmène dans le livre de Proverbe 1, au verset, Proverbe 1 donc, au verset 1 à 19. Et vous allez comprendre, lorsque je vais entrer dans le vif du sujet, l'intérêt justement d'avoir énoncé ces versets. Je lis le livre de Proverbe 1, chapitre 1, au verset 1 à 19. De quoi est-ce qu'il est question dans ce livre? La parole de Dieu dit ceci. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Je vais recommencer. Proverbe de Salomon, fils de David, au roi d'Israël, dont l'objectif était de faire connaître la sagesse et l'instruction, recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons le sang d'innocents, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous et il n'y aura qu'une bourse. Et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est-à-dire ceux qui amènent aujourd'hui les autorités politiques à commettre l'irréparable, à tenter un jeu séditieux qui risque d'entraîner ce pays dans un bain de sang. C'est à vous que cette parole s'adresse. Et à eux, par contre, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, c'est-à-dire d'argent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Voilà, j'ai moi fini sur ces versets qui étaient importants dans le cadre de cet échange, je dirais républicain. Et ça a pris quasiment un petit temps, mais c'était nécessaire de le faire. Alors, je vais aller donc sur la thématique. Peut-être que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais maintenant développer sur la thématique de cette intervention. Mes chers amis, mes chers compatriotes, les intérêts mercantiles et l'immaturité de certains cadres du Parti congolais du travail, qui aujourd'hui sont en train de pousser le président Denis Sassou Nguesso au mandat de trop. L'immobilisme, le silence qu'il y a au niveau de l'opposition, qui justement n'est pas assez incisif sur le sujet,
l'absence justement de renouvellement des intelligences politiques, de renouvellement de la classe politique congolaise, non pas seulement au sein du PCT, qui aujourd'hui a un problème de leadership, mais aussi au niveau de l'opposition congolaise. Tout parti politique confondu, et ça va se démontrer assez facilement. Voilà, et donc c'est là le thème principal de notre intervention de ce jour. Donc, sur le plan politique, mes chers amis, nous allons poser des questions et y répondre tout de suite pour aller rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une absence de leadership au niveau du Parti congolais du travail? Après 46 ans de règne, est-ce qu'on note aujourd'hui qu'il y a une absence de relève de la classe politique congolaise pour remplacer au pied levé le président Denis Sassou Nguesso si jamais celui-ci décidait de ne pas se présenter? À cette question, la réponse est oui, et c'est une réponse qui est affirmative. Il y a aujourd'hui un vrai problème de leadership au sein du Parti congolais du travail, puisqu'on ne peut pas concevoir légitimement qu'après 46 ans de règne, on en soit conclusivement considérer que le seul là même qui puisse continuer à fédérer le Parti congolais du travail et qui puisse ipso facto être à même de représenter ce parti au sein d'une élection présidentielle d'envergure comme celle de l'élection présidentielle, ne serait que la même personne qui a concouru à la création du Parti congolais du travail, qui a travaillé en ayant toujours des postes extrêmement importants et sensibles, et qui aujourd'hui est atteint d'un certain âge. On parle ici du président Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas à se cacher, c'est le père de la nation. Le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a 73 ans, 74 ans, 78, enfin, il est dans cette fourchette-là, 78, et on considère au sein du Parti congolais du travail qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait le remplacer pour briguer la prochaine élection présidentielle à venir. Ça traduit un vrai problème de leadership, et ça traduit aussi, ma foi, un problème de préparation, c'est-à-dire qu'au sein du Parti congolais du travail aujourd'hui, les dirigeants de ce parti politique n'ont jamais songé à mouler, à préparer la relève, et c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui en train de buter devant cette élection qui approche. Ils sont en train de buter parce qu'ils ne savent pas qui serait aujourd'hui capable de remplacer le président Denis Sassou Nguesso si jamais, par exemple, on organisait des élections au sein de la diaspora du PCT. Est-ce qu'il y sortirait de façon consensuelle, logique, non équivoque, une figure de proue qui serait perçue par le PCT comme étant celui qui est à même non seulement de conduire aux destinées à venir du Parti congolais du travail, mais également de briguer la candidature, de déposer sa candidature à l'occasion de l'élection présidentielle de 2021 qui arrive. Donc, problème de leadership, oui. Problème d'ego, oui. Et le problème de leadership est lui-même lié à la gabegie financière, à la question de l'affiliation des parentés et des uns et les autres qui ont pris le cousin, la nièce, le neveu, qui ont placé à des postes importants au sein de l'appareil politique du PCT, ainsi qu'au sein des administrations congolaises. Donc aujourd'hui, effectivement, qui serait aujourd'hui le leader, on va dire, né et considéré, préparé, prédestiné par Dieu pour remplacer au sein du Parti congolais du travail le président Denis Sassou Nguesso? La réponse est claire et nette, il n'y a personne, il y a un problème de leadership, il y a trop de conclusions, il y a trop de gabégie, trop de dilapidation de données publiques, trop d'enrichissement illicite, qui fait qu'aujourd'hui on a confiance qu'au seul homme qui se trouve être le président Denis Sassou Nguesso pour pouvoir présider, en tout cas permettre au PCT de briguer la prochaine élection présidentielle à venir. Alors, deuxième question donc, sans Sassou Nguesso, est-ce que ce serait le chaos au sein du Parti congolais du travail? Est-ce qu'il y aurait du désordre? Est-ce qu'il y aurait une guerre de caste? Est-ce qu'il y aurait de l'anarchie? Est-ce qu'il y aurait des règlements de compte et de clans et de lutte de pouvoir? La réponse est le oui. Et c'est indéniable. Lorsque, durant 46 ans, il s'est érigé au profit des poids lourds les plus influents, des noyaux de responsabilité, il s'est érigé un partage du gâteau entre, on va dire, les éléphants les plus vieux, les plus âgés de ceux qui sont arrivés il y a peut-être 15, 20, 10 ans après eux. Lorsqu'il y a cette configuration-là, il est bien certain que si demain le président Denis Sassou Nguesso disait qu'il ne se présentait pas sans qu'au préalable ait été mis en place des états généraux du Parti congolais du travail, un travail sérieux de fond, d'évaluation des candidatures, d'appréciation de leur neutralité, de leur engagement totalement départi de l'intéressement financier, de leur engagement résilient
au profit d'un parti auquel ils ont toujours cru. Si jamais demain il y avait une commission qui se mettait à travailler sur ce volet-là, pour précisément identifier les meilleurs profils, avec aussi du consensualisme, qui soient capables d'être considérés comme ceux qui peuvent apporter de la stabilité au sein du Parti congolais du travail. S'il y a cette organisation-là, il est possible qu'on arrive demain à l'émergence, effectivement, de quelqu'un avec un leadership naturel, de quelqu'un qui aurait la confiance du président, mais pas que, aussi la confiance des membres du Parti congolais du travail, de quelqu'un qui aurait la confiance de la base militante même du PCT, et qui pourrait naturellement représenter et défendre les intérêts du PCT à l'occasion du prochain scrutin présidentiel. Donc clairement, le départ de Denis Sassou Nguesso, sans qu'il y ait un travail de fond préalable, s'assimilerait à du désordre, de la cacophonie, du chaos, une guerre de clans, de lutte de pouvoir et de classe, et une guerre aussi interethnique entre ethnies du Nord, c'est-à-dire ceux de Makwa, ceux de Wando, soit ceux de Yo, ceux de Obuya, ceux d'Infondo, etc. Donc, et ça prouve simplement à suffisance, lorsqu'on a dit ça, que le PCT est un parti foncièrement tribal, parce que s'il avait été un parti avec des orientations véritablement démocratiques, la question même du choix d'un candidat naturel qui aurait pu remplacer au pied levé le président Denis Sassou Nguesso ne serait pas posé. Or, ce débat, on n'ose même pas l'aborder au sein du Parti congolais du travail, parce qu'on a peur d'être considéré et d'être taxé de dangereux, d'opposants qui ne s'assument pas, et de personnes qui en voudraient au bonheur, à l'autorité du président Denis Sassou Nguesso. Ce sont là des pensées archaïques, rétrogrades et dégradées, qui justement empêchent l'éclosion d'un véritable PCT, je dirais, responsable, démocratique, inclusivement en son sein, capable de reconnaître en son sein les leaders qui peuvent aujourd'hui conduire aux destinées du PCT, sans pour autant qu'on soit obligé de vouloir emprisonner le président Denis Sassou Nguesso dans une forme de contrainte éternelle à demeurer au pouvoir, quitte à y prendre des risques, quitte à pour lui, y prendre des risques au niveau de sa propre famille biologique, si jamais demain les choses tournaient mal. Bon alors, troisième question qu'il est important de poser, parce qu'aujourd'hui, au niveau du Parti congolais du travail, on considère que le PCT est un parti au pied d'argile, c'est-à-dire un PCT qui, au fond, a l'air gros, volumineux, mais qui, dans le fond, est un pur ballon de baudruche qui, à l'aide d'une petite aiguille, finirait par être percé en l'espace de quelques secondes et par son volet disparaître dans la nature. Est-ce qu'aujourd'hui le PCT est un parti au pied d'argile? Oui, le PCT est un parti politique au pied d'argile. Vous retirez au Parti congolais du travail le pouvoir financier qu'elle avait en son temps et qu'elle n'a plus, puisqu'elle a perdu de sa superbe. Vous lui retirez l'influence et le contrôle qu'elle a sur l'armée. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous retirez tout au Parti congolais du travail. Vous lui retirez tout. Il ne lui restera plus rien. Puisqu'en termes de débat politique et de débat démocratique, bien qu'ayant des intelligences au sein du comité central, du bureau politique, à la tête des fédérations de cette famille politique, bien qu'ayant des personnes intelligentes qui soient capables de débats constructifs, on n'aura personne qui puisse valablement sauver ce parti. Et il y a fort à parier que ceux-mêmes qui sont aujourd'hui en train de militer au sein du Parti congolais du travail, vous leur dites demain, le président Sassou Nguesso dit « je ne suis pas candidat », et il faut organiser au sein du Parti congolais du travail un débat pour voir qui peut émerger. Vous dites ça, et le président dit ensuite l'armée doit être autonome et indépendante. Son rôle n'est pas de protéger les intérêts égoïstes de certains caciques du Parti congolais du travail, mais de protéger la nation congolaise, de protéger le peuple congolais. Et les finances publiques du Congo ne servent pas à l'enrichissement illicite, frauduleux, indécent et mortifère de certaines élites qui sont en parti politique uniquement pour cette raison, mais que cet argent doit servir essentiellement à l'épanouissement du peuple congolais. Vous, disait avant président, si le président Denis Sassou Nguesso disait ça demain, vous verrez sortir du Parti congolais du travail, comme sortirait d'une salle de classe, d'innombrables personnes au premier son de cloche qui sonnerait la récréation. C'est ce qui se passerait. Donc oui, on a un vrai problème aujourd'hui au niveau du Parti congolais du travail. C'est un parti qui est véritablement fragile et dont le seul pilier de résistance, de contrepoids en termes de force cinétique s'appelle le président Denis Sassou Nguesso. Vous enlevez le président Denis Sassou Nguesso, vous retirez
le président Denis Sassou Nguesso, s'il décide de ne plus être candidat, vous verrez qu'il n'y aura plus rien au Parti congolais du travail. Donc aujourd'hui, on a aujourd'hui ce parti-là qui veut, après 46 ans de règne, prétendre à un nouveau mandat, alors qu'il ne s'est jamais restructuré. Ceux-là même qui, à l'époque, avaient entamé les travaux de restructuration et de modernisation du parti, ont tous été mis à la cathode, ont tous été intimidés, tous été placés sur le banc des marginaux, parce qu'on n'a pas voulu toucher à cette espèce d'omerta financier qui permet au Parti congolais du travail de s'enrichir, même quand on n'est pas intelligent, de s'enrichir illicitement, de s'enrichir même quand on n'a pas la matière grise. Il suffit juste qu'on soit membre émérite, c'est-à-dire qu'on a un poste important au sein du Parti congolais du travail, pour que du jour au lendemain, on voit sa vie changer. Et je pense que même dans l'esprit aujourd'hui du président de la République, sincèrement, à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est peut-être un de ses regrets d'avoir pas pu créer un véritable parti d'intellectuels qui soit capable de débat de fond, sans insulter, sans invective, de partis d'intellectuels, de gens qui se soient embourgeoisés sur la base de leur effort intellectuel, sur la base d'un combat de terrain, sur la base d'un engagement fervent pour le Parti congolais du travail. C'est certainement l'un des échecs du président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que, à l'âge qu'a le président aujourd'hui, il va lui être possible de partir, peut-être, par la grande porte, en mettant en chantier justement les travaux de cette vision-là qui permettrait au Parti congolais du travail de retrouver une vraie respectabilité pour les prochaines années à venir. Voilà. On va passer à la question suivante. Jusque-là, j'espère que vous suivez. La question suivante, c'est celle-ci. L'investiture, alors je ne sais pas si c'est une question, mais c'est du direct, on va l'analyser ensemble. L'investiture de Denis Sassou Nguesso comme seul moyen, est-ce que l'investiture de Denis Sassou Nguesso n'est pas aujourd'hui le seul moyen perçu par les membres des exécutifs, des fédérations, des arrondissements, du comité central et du bureau politique de maintenir leurs petits privilèges égoïstes au détriment même tant de leur propre avenir que celui du peuple congolais. Voilà, donc c'était une question qui avait effectivement aussi la forme d'une affirmation. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ce volet? On a aujourd'hui au sein du Parti congolais du travail des personnes dont une certaine minorité d'intelligence non contestable, et donc l'écrasante majorité s'apparente à des gens qu'on allait prendre à gauche et à droite, plutôt par commodité et par besoin d'asseoir son pouvoir, en s'entourant de gens qui ne sont pas très intelligents, qui n'auraient peut-être pas envie de vraiment s'exprimer. En gros, des gens qu'on aurait pris simplement pour venir satelliser un schéma de pensée rétrograde, dont le seul but, la seule perspective est celle de se maintenir à la tête, au poste qu'on a au sein du Parti congolais du travail, et de se servir de cette, si vous voulez, de ces petites gens pour asseoir sa domination, asseoir son autorité et briller par une certaine forme de médiocrité aussi à l'intérieur même du Parti congolais du travail. C'est, semble-t-il, le cas de beaucoup de personnes. On ne va pas les citer, le but n'est pas là, mais nous posons ici vraiment une introspection profonde sur ce qui se passe au sein de cette famille politique aujourd'hui, qui demande, et qui va demander certainement un nouveau suffrage, mais qui n'a même pas aujourd'hui fait le bilan de ses 46 ans de règne, qui n'a pas fait le bilan de ces 5 dernières années depuis l'élection de 2016 contestée, qui ne fait pas le bilan de la gabegie financière, du vol à outrance, de la dilapidation des deniers publics, qui ne fait pas aujourd'hui le bilan d'un changement de cap foncièrement nécessaire à la survie même de ce parti congolais du travail. Donc, ils ont du travail à faire, ils ont du boulot, et il est bien certain qu'en l'état actuel de notre analyse, bien fous sont les Congolais qui considéreraient et qui diraient que, dans leur immense majorité, que le bilan du Parti congolais du travail est tout à fait élogieux sur les 46 ans, que tout est parfait, ou alors que, on va dire, sur 100% de défis qu'il y avait à réaliser, 80% de ces défis ont été réalisés. Aujourd'hui, je pense que nous n'en sommes même pas à 60%. Et encore, je suis gentil. J'irais même jusqu'à dire que nous n'en sommes même pas à 40%. Quand on voit la longévité au pouvoir de cette famille politique, avec le résultat terrain sur le plan financier, économique, sur le plan politique, sur le plan des valeurs, sur le plan de la culture même, on se rend compte qu'il y a plus eu une déconstruction de la nation qu'une construction.
cette analyse n'est pas superfétatoire, c'est pas une analyse qui sort d'un chapeau magique, c'est une analyse qui correspond très précisément à la situation dans laquelle aujourd'hui est plongée la nation congolaise. Et ça se voit partout. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le niveau de vie des Congolais, le niveau de vie, le niveau de compétence qu'il y a au sein des administrations publiques de la République, le niveau, on va dire, le degré de raisonnement simplement de la plupart de ceux qui sont nos élites politiques. On se rend bien compte que, d'ailleurs c'est tellement tant et si bien vrai, que lorsque vous leur demandez un débat et que vous demandez à avoir un débat d'égal à égal avec, à disposition les mêmes documents, et bien vous allez vous rendre compte qu'en général, ces autorités se défilent parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas, à armes égales, débattre de façon constructive, parce que ces débats ne feront que mettre en évidence l'échec de leur gouvernance. Voilà. Alors, on va peut-être passer donc à la deuxième partie, mais j'ai encore poursuivre. Alors, on va prendre cette question, c'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso n'est-il pas l'otage d'une volonté égoïste, je pèse mes mots, d'une volonté égoïste de son clan familial, peut-être pas parce que c'est quand même le patriarche, donc là-dessus, il a quand même toujours un mot à dire, mais de l'égoïsme de sa famille politique. Et aussi, quelque part, de son clan familial, qui se méfie, comme du Covid-19, des caciques du PCT qui siègent à la tête des fédérations, qui siègent au sein du comité central. Donc il faut apporter une réponse à cette question. Oui, effectivement, aujourd'hui, est-ce que le président Denis Sassou Nguesso est otage de sa famille politique? Clairement, il est otage de sa famille politique. Pour ceux qui sont un peu au fait de l'histoire de notre pays, malgré leur jeune âge, aujourd'hui, on sait quelles sont les raisons qui ont concouru à l'assassinat du feu président Mariam Gapi. On connaît les raisons qui ont concouru à l'assassinat du cardinal Émile Pierre-Yenda. On connaît les raisons qui ont concouru à l'assassinat du président Massamba Deba, du feu président. Bon, donc, il y a une certaine forme de pensée d'accaparement. J'ai même envie d'utiliser le terme d'expropriation du pouvoir, d'expropriation des autres, de leur légitimité à parler des affaires de la nation, de leur légitimité à briguer des mandats électifs, de leur légitimité à être aux affaires au même titre que les autres ethnies. Pour le petit rappel quand même de l'histoire, parce que beaucoup de ceux de nos générations ne le savent pas aujourd'hui. Nous avons connu au Congo 3 présidents sudistes. Le feu président Yulou, voilà, le feu président Massamba Deba, et le feu président, désormais, le récemment feu président Lissouba. Et nous avons également eu 3 présidents nordistes. Le feu président Mariam Gabi, le feu président Yumbi Opango, et le désormais seul éléphant de ces 60 années de notre histoire récente, et qui est aujourd'hui aux affaires, le président Denis Sassou Nguesso. Rendez-vous bien compte, mes chers amis, nous avons aujourd'hui 5, sur les 6 présidents qu'a connu le Congo, on a 5 présidents qui sont morts. 5 présidents qui sont décédés et qui n'ont pas perdu le pouvoir par voie démocratique. Je dis bien les 5, il n'y en a aucun. Tous ont été destitués et déposés. Nous sommes 60 ans après les indépendances, aujourd'hui il y a le président Denis Sassou Nguesso, qui est la mémoire vivante, gardienne de ces 60 années qui viennent de s'écouler, et qui est, si vous voulez, la prospective du futur visuel des, on va dire, dans un premier temps, des 30 prochaines années. Donc le président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, a un rôle majeur à jouer dans ce qui doit être la transition générationnelle que j'ai toujours appelée de mes voeux. Excusez-moi, allez du direct. La transition générationnelle que j'ai toujours appelée de mes voeux, et qui consiste à donner au président Denis Sassou Nguesso la lourde responsabilité d'ouvrir la transition politique pour fermer, d'une part, la brèche de ces 60 dernières années et aller vers l'ouverture de la nouvelle brèche pour les 30 prochaines années. Nous avons là l'occasion de le faire. Nous avons aujourd'hui au Congo-Brazzaville la possibilité d'organiser les 2e élections véritablement démocratiques qui n'auront jamais été organisées en République du Congo depuis l'accession à l'indépendance. Et le vrai sujet, au fond, c'est celui-là. Et c'est le sujet majeur qu'on devrait aborder. C'est le sujet majeur que n'aborde pas la classe politique congolaise. C'est le sujet majeur que n'aborde même d'ailleurs pas l'opposition politique congolaise. Et c'est là aussi
une forme, moi, que je considère être une forme de scandale émotionnel, puisque quand vous regardez, quand vous observez les prises de position de ceux de nos aînés qui sont à l'opposition, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, que ce soit l'opposition radicale, à soit l'opposition modérée, ou l'opposition tout court, ou l'opposition même du centre, qui effectivement n'est pas du centre. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est clairement su et connu de tous. L'opposition modérée aujourd'hui est partenaire de la majorité présidentielle. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le débat n'est pas amorcé, le débat n'est pas engagé, parce qu'il y a des formes de peur létale, tant au niveau de l'opposition, parce que on ne voudrait pas au fond se désolidariser de ce qui pourrait être un match bénéfique qui tournera à la faveur d'un changement de pouvoir, c'est-à-dire que en tant que leader de partis politiques créés, factuels, existants, on a tendance à se dire qu'il vaudrait mieux pas aller sur des sujets beaucoup trop complexes qui encourraient de nous voir être laissés sur le pied de la porte, parce que possiblement 2021 pourrait voir arriver au pouvoir dans une forme de rassemblement les membres leaders de l'opposition politique. Mais excusez-moi, c'est une projection inopportune, incongrue, maladroite et surtout au demeurant égoïste, puisqu'elle ne tient pas compte de ce que y a un peuple qui souffre. Il y a des Congolais qui sont en train de souffrir, ils sont en train de crever tous les jours dans les hôpitaux, qui n'ont pas de quoi manger. Il faut-il rappeler ici que le Congolais vit tous les jours avec moins d'1 € par jour, c'est-à-dire 650 francs. C'était déjà le cas depuis les années quasiment, depuis fort longtemps. Et cette considération, cette donne s'est aggravée. Donc si hier les Congolais vivaient avec moins de 650 francs par jour, aujourd'hui ils vivent peut-être avec moins de 300 francs par jour. Bon, mais cette réalité frappante, absolument épouvantable et mortifère, ne semble pas émoustiller, ne semble pas émouvoir, pas plus que ça, nos leaders de l'opposition congolaise, qui n'ont pas le sentiment qu'il faille aujourd'hui aborder gravement les sujets importants, notamment celle d'organiser, avec le concours du président de la République, la transition politique dans un rapport de force, on va dire, équitable, sain, et démocratique, qui ne soit pas celui de « je dis et je veux qu'on fasse comme ça, nous on est au pouvoir, on ne veut pas ce que vous dites, et tant qu'on est au pouvoir, on fera comme on veut ». C'est exactement la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un parti au pouvoir qui entend mener la cadence et donner le tempo de ce qui va être les 10 prochains mois, ou les 12 prochains mois. Puis de l'autre côté, on a une opposition qui, bien qu'amorphe, qui bien que désorganisée, déstructurée, les uns et les autres sont un peu comme une meute de loups dispersés, où chacun de son côté crie, entonne, en sortant des dents pour dire que je suis là et qu'il faut compter avec moi. Ça, c'est un schéma qui ne correspond pas à la réalité des contingences et des pesanteurs économiques et financières qui font face au Congo et dont il va falloir se sortir pour les 15 prochaines années. Les leaders d'opposition aujourd'hui ne peuvent pas se contenter de dire « Oh, ma foi, tous les sujets qui fâchent, c'est la faute du Parti congolais du travail. Nous, on ne va pas les aborder. » Et puis, ce sont des sujets bien trop risqueux pour nous, pour nos formations politiques. Autant attendre avec la faveur et l'aide de la communauté internationale lorsque viendra évidemment un appel de la dite communauté pour un large gouvernement d'union nationale. Ça sera plus simple, on va tous y entrer. En tout cas, on verra les conditions. Et là, on sera en mesure de peser avec les ailes grandiloquentes et invisibles d'une communauté internationale qui jouera les arbitres. On sera en mesure de peser sur les points à prendre en considération et les points à exclure ou à mettre en suspens dans le cadre de l'érection d'un gouvernement d'union nationale qui ouvrirait la voie à une transition politique dans ce pays pour justement clôturer avec sagesse les 60 premières années que nous venons de vivre. Moi, je dis aux opposants actuels qu'il faut arrêter avec cette façon de faire parce qu'elle n'est pas saine. C'est un peu l'histoire, j'ai envie de vous dire, du père de famille qui a de l'argent pour acheter des pains à ses enfants, mais qui se dit, bon, comme on va avoir à l'aide du Fonds alimentaire mondial, hein, donc je suis... qui va débloquer les fonds, il y a des sacs de pain, de farine qui vont arriver, c'est pas la peine que je débourse un seul centime pour mes enfants.
Mais lorsqu'on décide d'être un leader de parti politique, il faut assumer ce côté-là de la parure, parce que ça va ensemble. On ne peut pas être juste un leader de parti politique d'opposition de majorité et juste vouloir tirer à soi la couverture lorsque les choses, pour tout ce qui est avantage matériel, privilège, et ne pas tenir compte justement du contrepoids justement des choses négatives, des postures difficiles qui vont avec. Il faut assumer ça. C'est ça aussi être un républicain. Et c'est ça qui fait me dire qu'au sein de l'opposition congolaise, on n'a pas beaucoup de républicains. On n'en a pas beaucoup, malheureusement. On ne va pas parler de la majorité présidentielle, puisque là-bas c'est factuel et c'est patent. Donc oui, le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, Sassou Nguesso, est otage de son plan politique, et il est aussi otage de cette opposition larvée, fébrile, amorphe, une opposition qui se croise les bras et qui se dit bon voilà, advienne que pourra, le jour où le peuple décidera de faire partir par la force, par la rue, le président Denis Sassou Nguesso. Évidemment, comme nous avons toujours été considérés comme les leaders d'opposition, c'est tout naturellement que ce peuple se retournera vers nous pour nous donner les rênes du pouvoir. Ça n'arrivera pas, messieurs. Ça n'arrivera pas, pourquoi? Parce que la compréhension des sujets de complexité politique et économique a changé. Le monde a changé. La génération aujourd'hui qui est dans la trentaine, la quarantaine, a compris comment marche la politique. Elle est intellectuelle, elle est au travail, c'est une génération qui est décomplexée, qui considère qu'elle a sa partition à jouer, puisque, en plus, il s'agit quand même de sa génération. Les quarantenaires, les cinquantenaires, les trentenaires aujourd'hui ont une part importante à jouer dans le débat public, dans la gestion de la chose publique pour on va dire les 30-40 prochaines années. C'est à eux de conduire les destinées de la nation pour les générations qui sont aujourd'hui dans la vingtaine, qui sont dans la dizaine. Et ce n'est certainement pas à ceux aujourd'hui qui sont septuagénaires de considérer que tout naturellement le legs du pouvoir du Congo ne leur sera transmis, puisque il n'y a aucune figure de proue, il n'y a aucune jeune élite politique qui aujourd'hui serait à même de prétendre gérer et présider aux destinées de la nation. Rien n'est plus éloigné de la vérité que cette perception qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne renouvellent pas leurs instances. Ça, c'est l'objet de la thématique qu'on va aborder quand on aura fini avec celle qui est liée au Parti congolais du travail. Donc, pour terminer sur cette question, le président Denis Sassou Nguesso est véritablement otage de sa famille biologique, qui voit et regarde en chaîne faïence la famille politique, parce qu'on ne sait pas d'où partira le coup de poignard, on ne sait pas d'où partira la première pierre, on ne sait pas d'où partira la première balle. Donc, il y a une certaine forme d'inquiétude. Et moi, je comprends pour le coup la posture du président Denis Sassou Nguesso de ne pas se positionner, et il a bien raison de le faire. Tant qu'il n'aura pas de certitude et de visibilité sur qui sont ses véritables alliés, non seulement sur le plan national, mais aussi sur la scène internationale, il a raison de ne pas le faire. Et là, il y a de la sagesse dans ce monsieur. Il y a de la grandeur d'âme dans cet homme, qui jusque-là ne prend pas position parce qu'il voit bien qu'il y a le manteau politique congolais est instable. On ne sait pas d'où partira la première explosion systémique. On ne sait pas d'où partira le coup. Est-ce que ça viendra de sa propre famille politique ou est-ce que ça viendra de l'extérieur? Est-ce qu'il sera abandonné par la France, comme la France aujourd'hui est en train d'abandonner platement et fatalement le président Ouattara, comme elle a abandonné le président Ibeka, comme elle le fera probablement en cas de bain de sang, de sortie de l'armée par le président Alpha Condé pour tirer sur sa population. Donc il y a des critères de convergence analytique qu'il faut prendre en considération avant de se positionner. Et cet homme aujourd'hui, qui est le président Denis Sassou Nguesso là-dessus, a pris du galbe, du volume, et c'est très sage à lui de ne pas se prononcer, même si au sein de sa famille politique, ça aboie, ça fait feu de tout bois, tout honte bu, et ça considère que le PCT doit se maintenir aux affaires sans jamais faire de bilan ni de rétrospection de leur mandat de 2016. D'ailleurs, il faut rappeler ici, petite parenthèse quand même, 2016 à 2020, quel est le bilan aujourd'hui du Parti congolais du travail? Quel est le bilan? Quel est le bilan? Quel est le bilan? Il y a des financements qui ont été décaissés. Oui, il y a eu la crise qui est venue en 2014. Ok, nous l'avons pris en plein fait. Mais il y avait déjà des engagements financiers. Et le gouvernement a pris certaines mesures pour essayer de réduire et de diminuer l'hémorragie. Mais dans le fond,
quel est grosso modo le bilan sur ces 5 dernières années, quand on analyse la chose. C'est un autre sujet, nous aurons l'occasion d'en parler. On va à présent aborder un autre sous-point important, qui est celui de la majorité présidentielle. On a beaucoup parlé du PCT, mais on ne parle pas assez de la majorité présidentielle, qui s'apparente un peu, comment vous schématisez ça? Moi, je vois aujourd'hui la majorité présidentielle congolaise comme étant un peu le complice d'une omerta, d'un système obsolète, qui sont trop s'avancer, sans trop prendre de position, continuent à profiter un peu de ce système. Ce sera un peu l'histoire du petit animal orphelin qui se retrouverait à prendre et à téter les mamelons d'une mère, d'un animal, d'une femelle, qui aurait enfanté des chiots. C'est-à-dire que voilà, on a des parties nacelles comme ça, qui viennent, comme si le PCT au fond, c'était vraiment la même famille, comme s'ils étaient capables d'adosser leur opinion, leur vision, leur philosophie sur celle du Parti congolais du travail. Ils viennent comme ça, ils prennent, voilà, ils se servent. Bon, ils se targuent d'être membres de la majorité présidentielle. Ah, c'est une consécration absolument pompeuse. Ils en sont fiers, ils nous disent, nous sommes membres de la majorité présidentielle. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils apportent de réel soutien? À part de valider l'invalidable, à part de soutenir l'insoutenable. Et qu'est-ce qu'ils font de contre-proposition, justement pour être une véritable force de complémentarité aux côtés du Parti congolais du travail? Ils ne font rien par rapport à ça. Citez-nous aujourd'hui le nom d'un parti politique qui est au niveau de la majorité présidentielle et qui est un véritable partenaire démocratique qui construit avec le PCT. Eh bien, vous n'en aurez aucun, parce qu'il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Et donc la question qui se pose ici, c'est celle de l'unité de la majorité présidentielle. Est-ce que cette unité peut-elle toujours exister sans argent? En cas de période plus incertaine liée aux crises économiques, sanitaires, financières et politiques, est-ce qu'il n'y aurait pas une aggravation de la crise politique inclusive, c'est-à-dire au sein même de la majorité présidentielle, avec le scrutin présidentiel qui va être normalement annoncé? Et est-ce qu'au fond, il faudrait organiser des primaires au sein de la majorité présidentielle congolaise? Cette question est une très bonne question. Mais il vous souviendra et vous aurez remarqué qu'au sein même de la majorité présidentielle, cette question, ils ne l'abordent pas, ils le font à dessein. Excusez-moi, je ne sais pas pêcher, je n'ai pas le courage de nager pour aller chercher mon poisson, je suis nourri par ceux qui en ont le courage, ne venez pas me demander à un moment donné de moi aussi mettre la tête dans l'eau, ça n'a pas d'intérêt, si je fais ça je meurs. Donc autant je montre ma lâcheté et c'est très bien comme ça, mais justement parce que je la montre, le statut qui est le mien d'être nourri par vous est tout à fait convenable. Ah, bon, j'ai schématisé un peu, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau de la majorité présidentielle. Et cette majorité est une majorité de façade. Aujourd'hui, si vous demandez si on enlève le pouvoir financier au Parti congolais du travail, si l'armée redevient résiliente et qu'elle décide d'agir en véritable neutralité dans le cadre du scrutin présidentiel, en protégeant les biens et les personnes uniquement, eh bien vous verrez qu'il va y avoir un délitement de cette majorité présidentielle, et ceux-là même aujourd'hui qui se vantent et qui passent sur Télé Congo pour dire oui, nous sommes partenaires de la majorité présidentielle, et parce qu'ils le font avec une vision qui est tout à fait arrêtée et qui est pathétique, qui est celle de se dire il faut être partenaire de la majorité présidentielle parce que demain on va partager le pouvoir ensemble. Il n'y a que ça qu'ils ont en tête. Au Congo-Brazzaville, on aime être membre de la majorité présidentielle parce qu'on veut partager le pouvoir, voilà. On veut fusionner, on veut partager le pouvoir, mais en vrai, moi j'ai jamais vu un lion partager le pouvoir avec une hyène. Hein. J'ai jamais vu un lion partager son gibier avec une hyène, ou avec un petit chacal, hein, ou avec un loup. Hein, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, le Parti congolais du travail a une véritable assise financière et politique, et c'est le Parti congolais du travail qui te commande. On n'a jamais vu de proposition émanant, issue des rangs des partis politiques de la majorité présidentielle, pour servir de contrepoids, pour servir de ralentisseur, pour servir d'alerte, justement, à des dispositions ou des dispositifs peut-être illégaux, inconstitutionnels. On n'a jamais vu ça. Et pourtant, aujourd'hui, on voit bien que, à vous prendre un exemple patent et concret, le PCT aujourd'hui est en train de violer allègrement la Constitution qu'elle s'était sur mesure,
Je vais vous prendre un exemple concret. Le président de la République ne peut pas être à la fois président de la République et président du comité central du PCT. Alors, quel est... Je peux comprendre, moi, qu'au niveau du PCT, on n'en parle pas parce que c'est une même famille. Là, on nettoie le linge sale en famille. Mais quelle est la position des membres de la majorité présidentielle? Quelle est leur contribution? Ont-ils, ne serait-ce que pour la forme, adressé des courriers à leurs partenaires politiques au pouvoir? Ont-ils adressé des correspondances au Conseil constitutionnel pour faire matérialiser cette irrégularité et cette illégalité? Je dis bien rien pour la forme, c'est-à-dire pour faire semblant. Ils ne l'ont jamais fait. Ils se contentent d'être là et de manger comme tout le monde. Donc le peuple congolais ne peut, en toute bonne conscience, ne peut pas avoir une once de crédibilité vis-à-vis de cette majorité présidentielle. Et si aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso disait « je me retire, je vais organiser des primaires au sein du Parti congolais du travail », ça exclurait de facto tous les leaders des membres et des partis alliés appartenant à la majorité présidentielle. Et là, vous allez voir qu'il va commencer à avoir des grognes. Les gens vont commencer à faire du rétropédalage. Ils vont commencer à distiller leur mécontentement au sein des différentes couches sociales de la société, comme pour dire, toi Kinabango, nous avons toujours été avec eux. Aujourd'hui, voilà que le président a eu décision, comme au Bakabiso, ils ont un bon côté, les Camerounais qui les Kambabiso tout. Voilà comment est-ce que réfléchissent la plupart des gens qui sont au sein de la majorité présidentielle. Et c'est bien dommage. Donc, l'étroitesse, la bassesse même du degré de réflexion qui sont la leur, montre aujourd'hui que, intellectuellement parlant, contributivement parlant, ces membres de la majorité présidentielle n'ont jamais apporté de concrètes propositions reconnues publiquement par le souverain primaire comme tel au sein de la population congolaise sur un large consensus. Jamais on ne l'a vu. Donc là-dessus, on a réglé le problème et maintenant on va passer sur le plan économique. Il y a beaucoup à dire. On va essayer de faire vraiment, mais parce que tous ces débats, vous voyez, ils sont ô combien importants, ô combien sensibles, mais il faut avoir le recul, la sagesse de dire les choses avec vérité. Mais tout en étant respectueux de nos aînés, parce que c'est eux qui sont là de toute façon. Mais nous avons à construire cette nation sur les fonds bâtissements d'une nouvelle république par le biais d'un nouveau pacte républicain qui inclut une transition générationnelle. Et cette transition générationnelle, je ne cesse de le dire, elle est fatalement engagée. Je n'ai jamais vu un être humain empêcher à un océan de faire des vagues. Hein. Voilà, je n'ai jamais vu un être humain empêcher un glissement de terrain. Le glissement de terrain politique, il est là, il arrive, et il va arriver avec vitesse et fracas. Ceux qui ne s'y seront pas préparés vont faire les frais, ça arrivera. Et quand je dis que ceux qui ne s'y seront pas préparés vont faire les frais, je ne parle pas de là dans 3, 4, 5 ans. Les conséquences d'un tsunami, 10 ans après, on les voit toujours. Donc il faut faire quand même attention à ce qu'on a de conviction politique et de positionnement politique. Si vous êtes au PCT, assumez-vous jusqu'au bout. Si vous êtes dans la majorité présidentielle, assumez-le jusqu'au bout. Si vous êtes dans l'opposition, assumez-le jusqu'au bout. Mais qu'en toutes circonstances, tout soit fait pour le bien du peuple congolais. Voilà. Dans l'intérêt d'un débat politique, un débat démocratique constructif. Volet économique maintenant. Quels vont être, mes chers compatriotes, l'incidence économique et financière à craindre si jamais le PCT était maintenu aux affaires sur les 5 prochaines années? Question cruciale. Quelle va être la conséquence économique et financière du maintien du PCT au pouvoir sur les 5 prochaines années si jamais, à l'occasion des prochaines élections présidentielles, il n'y avait pas de changement et il n'y avait pas de transition démocratique, pourtant appelée par nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, y compris au sein du Fonds monétaire international. Je rappelle quand même ici que lorsque on a un Emmanuel Macron qui viliponde, qui infantilise un vieux personnage, un vieux monsieur comme Ouattara, et qui le sermonne quant au fait qu'il n'aurait pas dû se présenter, et qui s'embarrasse de sa présence, et que ce président Macron est l'un des actionnaires majoritaires, dont est président d'un pays, la France, qui est un des actionnaires majoritaires du Fonds monétaire international, vous pensez qu'il va se passer quoi? L'élection en France, c'est 2022. M. Macron sera toujours président. Donc, ça veut dire que si, 2021, nous maintenons aux affaires le même système, je ne parle pas de la même personne, je fais bien attention et je pèse mes mots, si nous maintenons le même système, il y a fort à parier que nous n'aurons pas d'accompagnement et de soutien financier, ni de la part du Fonds monétaire international, ni de la part de la Banque mondiale, et ce serait à peine sur le bout des doigts, tout honte but, que certaines institutions africaines
accepterait, consentirait de nous soutenir, et encore à hauteur de combien, et pour quel taux d'intérêt de remboursement. Heureusement qu'il y a des partenariats et des accords qui font que dans les zones économiques sous-régionales, il n'y ait pas de taux d'intérêt important, voire pas de taux d'intérêt du tout en termes de remboursement. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc sur le plan économique et financier, est-ce que les Congolais n'ont pas à craindre l'aggravation de la crise économique, donc la crise du Covid-19 également, donc la crise identitaire et la crise politique. Au plan national, question, est-ce que aujourd'hui il n'y a pas une motion de défiance et de discrédit de l'État congolais, et il n'y a pas une motion de défiance et de discrédit des bailleurs et des bailleurs internationaux vis-à-vis de l'État congolais? Bien si discrédit il n'y avait pas, on nous aurait décaissé la seconde tranche dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Pour l'actualité justement du moment, j'informe ici que l'Angola voisin s'est vu attributaire, il n'y a même pas 3 semaines, d'une allocation d'1 milliard d'euros dans le cadre de la facilité élargie de crédit, parce qu'ils sont plus sérieux que chez nous. Donc, oui, il y a une véritable motion de défiance. Oui, il y a un désamour, un désintérêt, un désengagement clair des partenaires multilatéraux sur la question relative à l'investissement et à l'appui à l'investissement en République du Congo. Parce que nous avons, et nous sommes toujours dans la cacophonie de la mauvaise gouvernance, parce que parallèlement à cette mauvaise gouvernance qui est factuelle, il n'y a jamais de sanctions. Les mêmes ministres qui sont en train de piller les caisses de l'État sont toujours ministres. Les mêmes ministres qui sont en train de jouir d'une forme de gabegie financière épouvantable et ubuesque, une gabegie financière qu'on ne conceptualiserait même pas dans d'autres États dans le monde, sont toujours aux affaires. Bon, et ces gens se sont satellisés et ont mis à leur niveau d'autres personnes qui profitent et qui sont en train de grassement continuer à tirer sur les mamelles du trésor public congolais qui n'ont même plus rien à donner à l'heure où on parle. Donc la motion de défiance, elle existe, elle est factuelle. Deuxième question, est-ce que au Congo, est-ce qu'aujourd'hui la dette congolaise, la dette intérieure et la dette internationale sont à considérer comme des dettes toxiques, c'est-à-dire des dettes non remboursables, des dettes qui seront à considérer en perte et profit pour les créanciers? La question est oui, la dette du Congo-Brazzaville est aujourd'hui une dette toxique. Qu'est-ce que c'est qu'une dette toxique? C'est une dette qui n'est pas remboursable, mais qui est elle-même la conséquence d'un engagement financier qui a été pris de façon légère. Voilà. Donc, un engagement financier léger va forcément conduire à une dette toxique, c'est-à-dire une dette qui ne va pas être irrecouvrable et qui va avoir une incidence par retour sur les finances de celui qui avait concédé le financement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le FMI, le Fonds monétaire international, rechigne à débloquer la seconde tranche de la facilité élargie de crédit dans le cadre des accords qui ont été conclus au mois de juillet 2019. Aujourd'hui, la dette de la Chine n'est pas réglée, la dette des traders n'est pas réglée, le Covid-19 s'est rajouté, et les bailleurs, les partenaires multilatéraux, FMI, Banque mondiale, aide publique au développement, je ne vais pas parler de la Banque africaine de développement parce que c'est une banque africaine de développement. Donc au titre de la solidarité, elle est tenue à une certaine forme de contribution et d'entraide. Elle n'a pas le choix. Mais les bailleurs de fonds internationaux, eux, ne veulent plus investir en République du Congo. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas aux arrêts, nous ne mettons pas un terme à la gabegie financière. On crée aux antivaleurs dans ce pays, mais on ne fait rien contre les antivaleurs. Nous avons mis en place une autre autorité de lutte contre la corruption. Elle est effective. Les membres de son bureau ont prêté serment devant les juridictions compétentes. Aujourd'hui, chou gras, alors qu'on sait très bien quelles sont les personnes qui sont en train de voler dans ce pays et qui font du tort au président du ministère Sassou Nguesso, qui, quelque part aussi, encourage la chose. Mais je comprends, c'est difficile d'envoyer un de ses parents en prison. Il y a une part d'humanisme dans ce monsieur. Même vous, demain, si vous êtes aux affaires et que vous avez un neveu ou un fils ou une cousine ou une nièce qui est en train de voler, il sera assez difficile
donc de faire arrêter cette personne, de la faire juger et de la voir croupir dans les geôles. Après, c'est une question de mentalité. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. Alors, donc les dettes du Congo aujourd'hui, elles sont toxiques. Et cette toxicité fait que, voilà, on ne peut quasiment pas aujourd'hui rembourser ses dettes. Sauf avoir des entrées frais d'argent, quid de l'origine, quid de la provenance de leur origine. Aujourd'hui, on ne sait pas qui aujourd'hui serait en mesure de prendre le risque d'investir des milliards de francs CFA pour aider le Congo-Brazzaville à sortir du marasme économique et financier dans lequel il est en train de s'enliser chaque jour un peu plus. Mais on pourrait déjà commencer à faire des économies d'échelle au niveau du train de vie de l'État et ça pourrait déjà commencer à permettre de régler et d'alléger certaines charges qui sont devenues insupportables pour l'État congolais. La question qui va suivre, c'est celle qui est relative. Alors, la réélection incontestable du même régime en 2021 n'accentuera-t-elle pas la crise financière? J'y ai répondu, j'ai dit que oui, ça l'accentuerait fatalement. Quel que soit, et je mets au défi n'importe lequel des analystes économiques, y compris au sein du Parti congolais du travail, d'accord, d'expliquer devant les médias qu'il n'y a pas de fatalisme et que le Congo n'est pas en situation de paiement et que le Congo fait face au règlement de ses échéanciers de façon régulière, notamment vis-à-vis des traders et vis-à-vis de la dette chinoise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Chine a déjà consenti des efforts en termes de report et de ruissellement de sa créance. Et nonobstant cet effet, le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Est-ce qu'il y aura des efforts supplémentaires à faire? Alors tout à l'heure, j'avais l'intention de réagir au plan national pour voir quelle est l'aggravation des déficits publics. Donc on va essayer de condenser tout ça. Bon an, mal an, on va déborder un petit peu, mais c'est important d'évoquer ces sujets, surtout de parler à la jeunesse actuelle, c'est-à-dire celle qui est entre aujourd'hui 19 ans et 46 ans, 47 ans, voire 50 ans. Nous devons nous parler parce que ce qui va se passer dans les prochaines années dans ce pays, à compter de maintenant, nous concerne au premier chef. Voilà. Donc, effort supplémentaire à faire de la part des bailleurs internationaux à l'heure actuelle, ça me semble un peu hypothétique. De la part de nos partenaires locaux, c'est tout aussi hypothétique puisque les pauvres s'étaient vu promettre le déblocage de 100 milliards de francs CFA. Là, ça me permet d'embrayer tout de suite sur la question suivante. Et on voit bien que depuis que ces promesses ont été faites, 100 milliards, on ne va toujours pas arriver. Hein. Les entreprises continuent à licencier tous les jours. Les entreprises continuent à se positionner, à se placer en dépôt de bilan, cessation de paiement. Et en plus de ça, la créance de l'État, c'est-à-dire la charge patronale, par exemple, de la CNCS, les créances fiscales vont à l'eau. C'est ça le drame. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont en train de fermer, elles sont en train de couler avec le patrimoine financier de l'État congolais. Les créances fiscales, les créances douanières, les créances en termes de charges patronales et les créances qui sont relatives à différentes taxes, notamment dans le secteur des télécommunications aussi, dans le secteur bancaire. Heureusement que la banque tient, heureusement que les télécoms tiennent pour l'instant, mais elles ont aujourd'hui déjà le bec dans l'eau. Elles sont en train de sentir l'étranglement financier de cette situation qui ne peut plus durer et qui appelle de façon résurgente à un décaissement urgentissime des 100 milliards de francs CFA afin de soulager justement les finances publiques, afin de soulager les finances des sociétés privées qui n'en peuvent plus. Donc moi je ne peux que là-dessus inciter évidemment nos aînés qui sont au gouvernement à faire le travail qu'il faut, mais il faut de façon résiliente mettre un terme à la gabegie financière, mettre un terme au laxiste, mettre un terme au vol et à la dilapidation des données publiques, parce que ce système continue à perdurer malheureusement. On ne peut pas vouloir dans un pays d'une chose et de son contraire, il faut se décider à un moment donné. La question qui est relative, alors depuis mars 2020, recul du chiffre d'affaires des entreprises locales proche de zéro, augmentation fulgurante du nombre d'entreprises en dépôt de bilan, augmentation de licenciements de masse et sans aucun appui de l'État congolais, aucun plan d'aide, de formation et de réorganisation professionnelle. Voilà, et sur des sujets aussi importants, on voit bien, ça tombe sous le sens, c'est comme un i en plein milieu de la figure, ni au niveau de l'opposition congolaise, ni au sein de la majorité présidentielle, je parle ici des partis partenaires,
aucune de ces formations politiques ne fait de propositions sérieuses au Parti congolais du travail. Donc aujourd'hui, on a un Parti congolais du travail à qui on voudrait supputer l'entière responsabilité de la décadence de ce pays, alors que on a été partenaire du Parti congolais du travail, et qu'aujourd'hui on est opposant, alors qu'on est toujours aujourd'hui membre de la majorité présidentielle, mais qu'on n'est pas capable de faire de concrètes propositions pour aider le gouvernement à aller de l'avant. Et au-delà de ne pas faire de concrètes propositions pour aider le gouvernement, on n'est même pas capable de tirer la sonnette d'alarme, comme le ferait un parti qui porterait la casquette d'un commissaire au compte pour dire attention, moi je continuerai à être votre partenaire politique si on trouve des solutions au pays. Et si on ne les trouve pas, je préfère en sortir pour m'exonérer de toute forme de responsabilité parce que j'aurais quand même tiré la sonnette d'alarme et on n'aura pas pris le soin d'écouter. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un parti politique au sein de la majorité présidentielle qui ait véritablement tiré la sonnette d'alarme. Un seul. Il n'y en a pas. Au sein de l'opposition, il y a des partis qui tirent la sonnette d'alarme, mais comment vous le dire, on a des partis aujourd'hui qui superficialisent leur intervention, qui soldent leur intervention, si je peux me permettre l'expression. C'est important de parler de ces sujets. On ne peut pas, quand on a un leader politique, juste se contenter de dire que le pays va mal, dégrainer les chiffres qui sont en train de révéler la mauvaise gestion, la gabegie, la malgouvernance, de crier au loup et de crier à un changement de régime, sans pour autant être en possibilité dans le même temps, de dire, voilà, en tant que formation politique d'opposition, les propositions que je fais au peuple congolais, l'idée c'est pas forcément que le Parti congolais du travail les prenne en compte, mais c'est au moins que le peuple congolais entende vos propositions, et que sur cette base, elles se disent, voilà, il y a des propositions qu'on pourra intégrer, et donc puisque ces propositions sont sur la table et qu'elles n'attendent que leur mise en exécution, parce que il y a aussi une prise en compte financière de leur matérialisation, et bien dans ces cas-là, poussons tous ensemble pour que ce parti politique, pour que ce leader politique soit entendu par le peuple, par le parti au pouvoir, et qu'il apporte ses contributions, pour que de façon consensuelle, on arrive à mettre en érection, mettre en mouvement quelque chose qui pourrait commencer à sortir l'économie congolaise de la morosité et du marasme financier dans lequel il est en train de se trouver. Je vais le schématiser. On a aujourd'hui un pays qui s'appelle le Congo, qui est comme un enfant de 5 ans qui est tombé dans un puisard qui est en train de se noyer. Et puis on a à côté des gens qui sont en train d'observer la scène, les partis politiques de l'opposition, qui ne sont pas force de proposition jusqu'au bout du bout. On a d'autres personnes qui s'assimileraient à des partis membres de la majorité présidentielle, qui assistent à la noyade en se disant, bon, moi je ne suis pas nageur, de toute façon, j'ai jamais, déjà du côté de la majorité présidentielle, du côté de du parti au pouvoir, je n'ai jamais su prendre de décisions fermes, c'est pas maintenant que je vais aller me noyer. Bon, voilà. Et puis on a un côté, ce parti au pouvoir qui est essoufflé sur le plan des idées, qui est essoufflé sur le plan du débat politique, sur le plan des propositions financières, et qui n'ose pas s'auto-analyser de peur de créer des susceptibilités, mais au diable les susceptibilités. C'est du pays dont il s'agit, c'est du malheur des Congolais dont il s'agit, c'est de la souffrance au quotidien des Congolais dont il s'agit. Vous imaginez pas combien c'est difficile de vivre avec 500, 300 par jour, et même parfois de ne pas en avoir. Combien de personnes aujourd'hui font des kilomètres et des kilomètres de marche pour aller espérer emprunter 500 auprès d'un tonton, auprès d'une nièce, auprès d'un ami, et font d'autant le même nombre de kilomètres pour rentrer chez eux, dans le seul objectif, entre 6h et 18h de la journée, de pouvoir acheter ne serait-ce que des beignets à 300 à leurs enfants pour qu'ils puissent tenir le coup le temps que la journée puisse passer. Est-ce que c'est ça, lorsqu'on est un leader de parti politique dans ce pays, de trouver ça normal, d'être dans une forme de non-assistance à personne en danger, et de vouloir tout le temps rejeter la faute sur ceux qui sont au pouvoir? Vous êtes membre des partis politiques d'opposition, vous êtes membre des partis de la majorité présidentielle, il incombe et il pèsera sur vous une responsabilité patente de votre immobilisme intellectuel vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. On ne vous demande pas de prendre les armes et de les pointer sur les membres du parti au pouvoir pour les inciter à mettre en exergue vos propositions, mais d'être déjà des forces de proposition, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Voilà. Là, ce sont les interventions que j'avais à faire, mes chers compatriotes, j'en ai fini. Ça a pris un peu de temps, vous m'en verrez, désolé, mais il me paraissait important, tambour battant, voilà, de prendre tous ces sujets, de les analyser,
de les passer au peigne fin de notre analyse pour déduire et pour extirper la véritable modélisation. Parce que c'est ce que je viens de faire. Vous donner la véritable modélisation de la situation politique et économique de notre pays. Voilà, ça c'est fait. Moi j'en ai fini, c'était parfait bon. Merci à tous ceux qui auront eu le temps de suivre cette intervention, de la diffuser, de la partager largement, de nous soutenir dans notre combat. À titre personnel, parce que je suis chrétien, je ne peux qu'encourager et je ne peux que continuer à prier pour ce pays et encourager nos dirigeants à ouvrir les yeux et à baisser les œillères et arrêter de faire de l'amitié avec ceux qui sont en train de détruire le pays. C'est pas parce que tu es mon cousin que tu es mon frère. Si tu détruis le pays, je te mets en prison. Si tu détruis le pays, je t'écarte du pouvoir. Si tu détruis le pays, je t'enlève le pain que tu as dans la bouche. Parce que, soyons clairs là-dessus, dans tous les États au monde, dans tous les états-majors politiques du monde, il y a du vol. Oui, il y en a. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, mais c'est moins voyant. C'est moins voyant et les gens travaillent. Ici, on passe son temps à voler, on ne travaille pas. Et cerise sous le gâteau, on fait preuve d'ostentation en montrant tout en but l'immensité de sa fortune illicitement et illégalement acquise en construisant des villas à gauche et à droite, en donnant des maisons à des maîtresses et en achetant des 4x4 à pas d'heure et à prix d'or. Il faut qu'on arrête avec ce système. On n'a pas mis en place la Commission nationale, la haute autorité de lutte contre la justice, pour servir de paravent à la bêtise qui est en train de se passer dans le fond. Et là, vraiment, je supplie le président de la République de faire quelque chose en ce domaine. Et parce qu'il faut vraiment qu'on change de paradigme. Sinon, comme je le dis souvent, nous allons tirer véritablement ce pays vers le bas. Et nous serons les derniers des derniers en Afrique centrale. Et nous serons la risée de tous les autres pays d'Afrique et du monde. J'en ai fini, c'était parfait monde. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Que Dieu puisse vraiment ouvrir et illuminer le cœur de nos dirigeants. Et que de l'ordre soit mis dans les affaires intérieures de la nation congolaise. Nous sommes ensemble. Dieu vous bénisse. Bien le bonjour chez vous. Passez un bon week-end et à bientôt. Ah, je n'ai pas terminé. Ouais, j'ai failli oublier. Je m'excuserai. Ça va prendre encore un peu plus de temps, mais on va finir. Je vous le donne en titre. Qui va battre Sassou Nguesso à l'élection présidentielle? Ça correspond exactement à ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. C'est une question qui ne se pose pas. Et même au niveau journalistique, on a du mal à poser des bonnes questions. Vous avez là un deuxième édito qui dit la chose suivante. Et si les leaders de la majorité présidentielle, et si les leaders de la majorité ne se battaient que pour succéder à Denis Sassou Nguesso? C'est quelque chose qui risque de ne pas arriver avec les ventriotes que nous avons dans ce pays. Vous avez un dernier titre qui est celui-là. Voilà, l'enrichissement illicite des dignitaires du pouvoir de Sassou Nguesso à nu. Voilà, aujourd'hui, on met tout sous la responsabilité du président Denis Sassou Nguesso. On le rend responsable de toute la gabégie, de tout le désordre financier qu'il y a dans ce pays, alors que le pauvre, bien souvent, n'est pas au courant de certaines choses. Vous savez, quand vous avez été un chef d'État, et qu'il y a eu autant d'argent dans un pays comme le nôtre, et que vous faites comme ça des gens qui, sur 1 milliard, 2 milliards, volent à chaque fois 100 millions, 200 millions, 300 millions, vous, en tant que président, vous ne le voyez pas forcément. Mais quand vous multipliez 200 millions, 300 millions sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous bâtissez, sans le vouloir, des fortunes. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. On a plein de caciques du Parti communiste du travail qui sont aujourd'hui milliardaires parce qu'ils ont profité de la confiance, de la loyauté, bien que naïve, on peut le considérer comme ça, et de la confiance du président pour s'en mettre plein les poches. Voilà pourquoi aujourd'hui on le rend responsable de tout ce qui va mal dans ce pays. Donc il lui appartient de changer la donne. Voilà, c'était important que je revienne sur ces informations. Oui, donc, dernier point, mais vraiment le dernier, après je vous laisse tranquille, le dernier, et puis on a terminé. Mes chers amis, retenez ceci, on a besoin d'organiser les deuxièmes élections véritablement démocratiques au Congo-Brazzaville depuis les 60 dernières années, et nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire. Je l'ai développé quand j'ai commencé mon intervention. Poussons là-dessus, et vous verrez que sur les 10 prochaines années, le Congo aura véritablement redressé la barre avec un changement de système et un changement de personne. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. J'en ai fini. J'en ai trop parlé. Je bénis Dieu pour cette intervention. C'est toutes les personnes qui auront pu le temps de l'écouter. Que Dieu bénisse le Congo. Nous sommes ensemble. Voilà. Passez un bon week-end. Bye bye. Et profitez bien de vos proches. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous quitterons la terre les uns et les autres. Ciao. Ta grâce, tel un torrent, se déverse sur moi.
Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci